Donc aujourd'hui, on va donc faire la première conférence du Forum Transmission 2021 qui est sur le thème de quand partir et comment se préparer à la transmission. Donc, pour commencer, je vous présente le programme de la matinée avec, dans un premier temps, donc une introduction qui va être faite par Maxime Buizard, élu référent installation-transmission à la Chambre d'agriculture. Ensuite, je prendrai la parole pour vous parler de comment préparer sa transmission. Et nous finirons cette conférence par l'intervention de Marianne Loy, qui remplace Valérie Vacher, qui au départ devait intervenir, mais qui a eu un empêchement. Voilà, donc cette dernière intervention de la MSA sera sur la retraite et les conditions de la retraite. Du coup, Maxime, je ne sais pas si c'est possible ou pas d'avoir le son pour, pour l'introduction de ton Tout bon. C'est bon, parfait. Parfait. Bonjour à tous. Je vais être bref. Vous avez un programme chargé pour cette première visio du Forum Transmission. Déjà, je voulais remercier les agents de la Chambre qui ont su s'adapter malgré le contexte très particulier que nous avons en remplaçant notre traditionnel Forum Transmission qui a lieu en physique d'habitude par ces 3 visios qui vont s'étaler dans les 10 prochains jours pour aborder quand même les sujets qui vous préoccupent justement. Simplement rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 3200 chefs d'exploitation dans le département du Loiret. Et dans les projections que nous avons, nous estimons qu'un petit peu moins de 45% d'entre nous vont prendre leur retraite d'ici 2030. C'est donc 1400 chefs d'exploitation qui vont prendre leur retraite d'ici 2030. C'est 150 départs en retraite par an. C'est un chiffre que nous n'avons jamais atteint depuis une vingtaine d'années dans le département du Loiret, donc c'est un défi qui est colossal. J'ajouterai un deuxième élément de contexte dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui est pour le moment resté assez confidentiel. C'est la décision du ministre de l'Agriculture, approuvée par les régions de France, de conditionner l'accès aux ZPAC au fait de ne pas avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein, donc de ne pas avoir atteint 67 ans. Avec l'incidence très concrète qui est qu'à partir de la PAC de l'année 2023, les agriculteurs de plus de 67 ans ne seront plus bénéficiaires, avec du coup un certain nombre de personnes qui avaient poursuivi leur activité pendant encore quelques années au-delà de l'âge théorique auquel ils avaient droit à la retraite à taux plein, qui vont sans doute accélérer ou déclencher en tout cas leur transmission. Face à ces enjeux, la Chambre d'agriculture du Loiret et son président Jean-Marie Fortin ont décidé au début de la mandature, il y a presque 3 ans maintenant, de faire du renouvellement des générations, c'est-à-dire de l'accompagnement à la transmission de son exploitation et de l'accompagnement à la reprise ou à la création d'exploitations agricoles, la priorité numéro 1 de la Chambre. C'est sur ce bloc installation-transmission que les moyens ont le plus augmenté depuis le début du mandat, moyens humains mais moyens financiers aussi, avec la volonté non pas d'être dans les discours ou dans l'incantation ou dans le global, mais d'être dans l'accompagnement le plus individuel possible parce que nous n'avons pas 2 exploitations qui sont pareilles dans le département. Nous avons une structure agricole dans le département qui est extrêmement variée en termes de taille d'exploitation, en termes de capitaux accumulés tout au long de sa carrière, en termes de capacité à transmettre et de capacité à trouver des jeunes pour s'y installer ou des voisins à conforter. Et très concrètement, l'action la plus importante que nous avons mis en place pour ce qui concerne l'accompagnement des futurs cédants, c'est des entretiens individuels gratuits, donc pris en charge par la Chambre d'agriculture, des entretiens individuels d'une demi-journée à réaliser sur vos exploitations pour faire un état des lieux de votre situation. Donc, c'est ouvert à tous les agriculteurs de plus de 57 ans. Tout le monde, au fur et à mesure de l'année, reçoit les courriers qu'ils lui proposent. Et évidemment, s'il y en a qui, à 55, 54, 56, veulent anticiper les choses et faire cet entretien en avance, il n'y a pas de souci. Il restera bien évidemment possible de le faire et toujours de manière gratuite. Pour à la fois faire l'état des lieux de la situation de l'exploitation, de votre situation personnelle, de vos souhaits. Concrètement, comment est-ce que vous vous projetez dans
dans 10 ans, quand vous aurez pris votre retraite? Est-ce que vous souhaitez rester sur l'exploitation, partir ailleurs, rester propriétaire du foncier ou le transmettre, si vous avez déjà des projets en vue pour un éventuel repreneur? Évidemment, tout ça est confidentiel, c'est-à-dire que les salariés de la Chambre sont là pour répondre à vos questions, pour vous aider dans votre réflexion, mais ce ne sont pas des informations qui sortent de l'échange que vous avez eu. C'est-à-dire que nous, élus de la Chambre, n'y avons pas accès. Les autres services de la Chambre, je pense notamment au GDA, n'y ont pas accès. C'est évidemment un entretien individuel, confidentiel, qui doit vous aider dans votre réflexion. Et évidemment, vous restez maître de toutes vos décisions. Décision suite à cet entretien d'entamer une démarche d'accompagnement qui, pour le coup, sera payante pour aller plus loin et entamer un chiffrage précis de l'évaluation de votre exploitation, aller plus loin dans l'accompagnement pour la recherche d'un repreneur ou de repreneurs, parfois ou plusieurs, au pluriel, pardon, quand c'est des structures plus importantes, et éventuellement recherche d'apporteurs de capitaux si vous souhaitez transmettre, que vous avez déjà un jeune en vue, un jeune, moins jeune d'ailleurs, mais qu'il y a des soucis de financement. Donc voilà, vous dire que c'est notre priorité, qu'on essaye d'être le plus pragmatique possible et de faire de l'accompagnement individuel. C'est le cas évidemment en transmission et c'est le cas, même si a priori ça vous concerne moins, pour les accompagnements des porteurs de projets d'installation. Voilà. Et à nouveau, bon courage à tous, parce que c'est une réflexion lourde et extrêmement importante que d'anticiper sa transmission, qu'il ne faut pas louper, parce que l'incidence est extrêmement importante. Et je fais la transition tout de suite pour le fait de dire qu'il faut anticiper les choses et ne pas se décider 6 ou 9 mois avant sa dernière récolte à dire j'arrête, parce que les conséquences humaines, mais aussi financières, peuvent être extrêmement lourdes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Maxime, pour cette introduction. Voilà, du coup, c'est vrai que de mon côté, là, je vais en effet insister sur le point d'anticiper les choses pour pouvoir transmettre plus sereinement au moment souhaité. Donc voilà, après, ce que je vous propose, c'est du coup de poursuivre. Donc, sur le fait, comme je vous disais, d'anticiper pour transmettre plus sereinement. Là, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, si vous voulez transmettre à un moment précis, vous dites, bon, bah, je ne veux pas aller au-delà de mon âge de retraite et vraiment partir dès que je peux prendre ma retraite, par exemple, ou si vous avez d'autres contraintes et que vous souhaitez vraiment céder à un moment donné, il est vraiment important de bien anticiper les choses. Alors, en général, quand on est sur une exploitation qui n'est pas trop complexe, avec par exemple uniquement de la grande culture, qui n'a pas de particularité, on peut se dire qu'il faut 1 à 2 ans pour céder et se préparer, mais ça dépend aussi si on a un repreneur ou pas. Après, quand on est sur des exploitations où soit il y a un atelier d'élevage, soit de la production spécialisée, je pense notamment à par exemple l'horticulture, soit aussi quand on est dans le cas de vente immobilière importante ou quand on va avoir besoin de rechercher un associé. Tous ces facteurs-là font qu'il y a un temps de recherche de repreneurs plus important, donc besoin d'anticiper des fois 5 ans à l'avance. Ce n'est pas trop tôt pour vraiment être sûr d'arrêter quand on le souhaite. Et après, il faut également se dire que des fois, certaines personnes font le choix de commencer à y réfléchir, comme je vous dis, plus de 5 ans avant et se dire, finalement, si je trouve une bonne opportunité, même si je n'ai pas encore l'âge de la retraite, pourquoi pas partir plus tôt et à ce moment-là, retrouver une activité salariée ou autre, le temps de cumuler les trimestres restants. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut s'envisager.
Et après, voilà, ce qu'il faut aussi envisager, c'est que des fois, un repreneur peut avoir besoin de se former sur l'exploitation à reprendre. Et donc, du coup, il faut aussi prévoir des fois cette période transitoire où il peut y avoir un parrainage avec le repreneur. Et ce parrainage peut des fois durer 1 an ou plus. Donc, voilà, c'est aussi à prendre en compte dans l'anticipation. Un petit conseil aussi que je peux vous donner, si vous n'avez pas de repreneur, c'est très important de se créer un réseau en accueillant notamment des apprentis ou des stagiaires sur votre exploitation dans les 10 dernières années de carrière. Ça permettra qu'un certain nombre de jeunes connaissent l'entreprise, s'y intéressent, peuvent en parler avec d'autres et potentiellement du coup déboucher à une reprise par un de ces jeunes le moment venu. Donc après, le fait d'anticiper vous permettra aussi de mieux vous organiser et de bien prévoir tous les délais qui vont être liés à la reprise. Donc notamment si vous anticipez, vous aurez déjà plus de choix et également plus de possibilités au moment de la transmission. Par exemple, si vous avez 2 sites d'exploitation, vous pouvez très bien vous dire, est-ce que je vais les céder ensemble à un seul repreneur ou est-ce que je vais les céder à 2 repreneurs différents et voilà, le fait de préparer ça à l'avance, vous pouvez déjà dire, si je cède les 2 sites séparément, je vais prévoir telle et telle condition pour la reprise de ce site-là, telle et telle condition pour la reprise de cet autre site. Si c'est une reprise globale, voilà, on prévoit de cette autre façon. Et donc, comme ça, peu importe finalement ce qui arrivera, que ce soit l'une des hypothèses ou l'autre, tout sera déjà prêt. Donc, ça ira plus vite que de devoir prendre des décisions au dernier moment. C'est pas évident. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les choix, il n'y a pas que l'exploitant cédant qui a à en faire, il y a également tous les propriétaires de foncier, également sa famille, ses proches qui peuvent être impliqués dans les choix, notamment sur le patrimoine familial, son devenir, tout ça. Et on peut également aussi avoir des fois des cas de figure où il y a des associations, donc il y a les associés qu'il faut aussi prendre en compte. Et voilà, et donc ça fait quand même toujours pas mal de choses à préparer. Après, ce que je conseille également, c'est qu'il faut vérifier la conformité réglementaire de l'exploitation suffisamment tôt pour pouvoir, s'il y a besoin, mettre des choses en œuvre pour revenir dans la conformité. Je pense notamment, par exemple, au forage, où nous, on voit bien dans les dossiers qu'on suit, des fois, on se rend compte qu'un certain nombre de forages ont besoin d'être régularisés parce qu'on n'a pas retrouvé le document qu'il fallait ou autre. Et des fois, ces démarches-là peuvent être vraiment longues. Ça peut prendre 1 à 2 ans. Et pour un repreneur, c'est quand même très important de savoir s'il va pouvoir irriguer l'exploitation ou pas après la reprise. Et ça peut être déterminant dans son choix. Il faut également penser à laisser du délai au repreneur qui, de son côté, va avoir un certain nombre de démarches à faire, que ce soit au niveau de l'autorisation d'exploiter, du parcours à l'installation, si c'est un jeune qui s'installe. Donc il faut aussi lui laisser le temps de bien faire les choses de son côté pour que la reprise se passe bien. Et donc, voilà, si vous avez vraiment anticipé les choses, ça vous permettra aussi d'avoir une meilleure gestion des imprévus parce que malheureusement, ça arrive quand même assez souvent qu'il y ait des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme on aurait voulu. Mais voilà, le fait de s'être préparé permettra de mieux s'en sortir. Après, ce que je peux également du coup vous conseiller, c'est d'élaborer à l'avance une stratégie de transmission. Donc, cette stratégie de transmission, elle est déjà importante au niveau comptable et fiscal. Je pense notamment, par exemple,
à l'imposition sur les plus-values professionnelles pour les exploitants qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 000 euros, des fois, ça vaut le coup vraiment pour gagner sur ce point-là, de faire un point avec un fiscaliste et de voir quels sont les mécanismes possibles d'exonération partielle ou totale, voire les leviers qu'il peut y avoir pour optimiser cette sortie fiscale. Voilà. Après, également, ce qu'il faut prévoir dans le cas d'exploitations qui peuvent avoir des fois beaucoup de stocks, je sais pas, des exploitations qui font des conserves, par exemple, ou en horticulture. Il faut également bien réfléchir et anticiper la gestion des stocks pour que finalement, il y ait le moins de stocks possible au moment de la cession. Donc voilà, c'est aussi important. Après, il faut également élaborer et réfléchir à une stratégie par rapport à ces propriétaires de foncier. Alors, c'est vrai que selon les cas, c'est plus ou moins complexe parce que le relationnel n'est pas toujours le même non plus avec les propriétaires. Des fois, il y en a qui ne sont pas du milieu agricole, qui du coup ont besoin d'avoir un certain nombre d'informations pour prendre des décisions. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il ne va pas falloir faire la même stratégie à chacun de ces propriétaires. S'il y a un propriétaire principal, par exemple, c'est sûr qu'il faudra sûrement le prévenir plus tôt que les petits propriétaires qui ont juste quelques hectares. Et après, voir aussi est-ce qu'il faudra ou pas envoyer un préavis à son propriétaire. S'il y a besoin d'envoyer un préavis, il faut s'y prendre 12 à 18 mois à l'avance selon si on est sur un bail long terme ou pas. Après, en général, nous, on préfère toujours conseiller une résiliation du bail à l'amiable avec le propriétaire pour pas qu'il y ait justement ce souci de délai. Mais voilà, il faut que le propriétaire soit d'accord pour cette résiliation à l'amiable. Donc, bien cerner le souhait de chaque propriétaire pour faire les choses de façon adaptée. Après, donc le fait d'anticiper vous permettra aussi de mieux valoriser votre exploitation. Donc, du coup, pour en revenir un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi sur la conformité, mais il n'y a pas que la conformité, finalement, le fait d'avoir régulièrement entretenu son outil jusqu'à la date de cession, ça permet d'avoir plus de chances de trouver un repreneur parce qu'il va avoir moins de frais au moment de la reprise pour remettre en état l'outil. Après, ça reste aussi à nuancer, étant donné que, par exemple, quelqu'un qui est en atelier d'élevage, par exemple en bovin-lait, et qui ne sait pas si le repreneur voudra faire du lait ou pas, je peux comprendre aussi que, il ne va pas forcément vouloir trop investir dans cet atelier qui pourrait s'arrêter. Et dans ce cas-là, il faut quand même anticiper les choses quand on connaît le repreneur pour voir avec lui s'il a besoin de refaire des travaux ou autre investissement, qu'il puisse avoir des devis suffisamment longtemps à l'avance pour le prévoir dans son projet d'installation. Donc, ça revient finalement aussi au fait, comme je vous disais, de construire un projet avec son repreneur. Le fait qu'il faut entamer les discussions avec lui suffisamment tôt. Et le fait, comme je vous disais, de construire ce projet, ça permet aussi d'avoir finalement plus un meilleur relationnel avec le repreneur et ainsi de faciliter ensuite les négociations. C'est sûr que si les relations sont tendues entre le cédant et le repreneur, les chances de succès seront moins élevées que s'il y a une bonne entente. Et voilà. Du coup, ce que je veux vous conseiller par rapport à ça, c'est de pouvoir rédiger suffisamment tôt une offre claire à destination des repreneurs. Ce sera vraiment un élément attractif. Moi, dans les porteurs de projets que j'ai déjà pu rencontrer, j'en ai quand même vu un certain nombre qui avaient été déçus par des visites d'exploitation où ils avaient rencontré un cédant qui leur avait dit « oui, à l'oral, moi, je veux céder à tel montant avec ça et ci dedans ».
Et quand ils l'ont eu au téléphone, par exemple, 2 semaines plus tard, les conditions avaient changé. Et les porteurs de projets, souvent, ça peut les faire fuir parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, c'est pour ça que rédiger vraiment une offre, le mettre par écrit et voilà, communiquer ces éléments-là aux porteurs de projet est vraiment important également. Voilà, ce que je peux également vous conseiller dans la préparation de la transmission, c'est de garder du temps pour le choix et la négociation. Donc, finalement, si vous gardez ce temps-là, vous avez aussi plus de chances de trouver des porteurs de projets qui vont correspondre à vos souhaits. Par exemple, vous dites, bon, voilà, moi, j'ai un atelier de vente directe sur mon exploitation. J'aimerais bien qu'il puisse se poursuivre voilà, quand ce sera repris. Et si vous avez gardé suffisamment de temps de recherche de candidats, vous allez avoir plus de chances de trouver quelqu'un qui va souhaiter poursuivre ce projet-là, par exemple, ou en créer un autre. Ou, voilà, ça correspondra mieux à vos attentes. Et les temps de négociation avec les repreneurs, mais également les propriétaires, peuvent quand même aussi être longs. Je vous parlais notamment tout à l'heure des propriétaires qui, des fois, ne sont plus dans le milieu agricole et ils vont avoir besoin de discuter avec leur notaire pour, s'ils veulent vendre leur terre, trouver le montant ou autre élément. Mais voilà, c'est quand même important de leur laisser ce temps-là pour que le moment de la transmission, eux aussi, soient sûrs du choix qu'ils aient fait et que ça se passe bien. Le fait d'anticiper la transmission, ça permet également de pouvoir bénéficier d'aides. Ce sont les aides du programme AITA. Donc, je vous présente là les 2 aides qui sont en lien finalement avec cette anticipation. Il y a la première aide qui est l'inscription anticipée au répertoire départ installation. Donc, cette aide-là, du coup, elle est possible à partir du moment où vous avez recherché un repreneur par le biais du répertoire départ installation. Ça n'exclut pas que vous pouvez aussi trouver un repreneur par votre propre réseau. Mais voilà, la condition, c'est qu'il y ait eu une inscription au répertoire 12 mois avant la transmission et que ce soit repris par un jeune qui s'installe avec les aides à l'installation et qui soit hors cadre familial avec vous. Voilà. Et si vous remplissez ces conditions, vous pouvez alors bénéficier d'une aide d'un montant de 4 000 € par associé sortant, que ce soit des associés exploitants ou non sur l'exploitation. À partir du moment où les associés derrière n'ont plus de part dans la société au moment où le jeune reprend, ils peuvent bénéficier de cette aide. La deuxième aide aussi que vous pouvez bénéficier en anticipant les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de parrainer le jeune et qu'il y ait donc du coup une période de stage sur l'entreprise. Au niveau des aides AITA, ce stage peut être d'une durée de 3 mois à 12 mois. Donc, ça laisse quand même un certain temps. C'est vraiment bénéfique pour les deux, pour le cédant et le jeune, être sûr aussi de leur choix, construire ensemble leur projet. Et en fait, avec l'aide, le jeune peut bénéficier d'une rémunération allant jusqu'à 700 € par mois selon sa situation, à partir du moment également où il est hors cadre familial. Voilà. Après, pour cette aide-là, il n'y a pas d'obligation de passer par le répertoire. On peut le mettre en place, voilà, finalement. Même si vous avez, vous, un repreneur et vous n'avez pas besoin d'en chercher un. Et en fait, le cédant, lui, il a la possibilité, mais aucune obligation de donner une rémunération complémentaire à l'aide versée à ce jeune. Voilà. Après, dans d'autres cas de figure, on vérifie aussi si jamais le jeune peut bénéficier d'aide via Pôle emploi. Il peut également des fois faire un stage en ayant du coup ces indemnités Pôle emploi qui lui sont versées s'il rentre dans les critères. Voilà. Donc, en tout cas, il y a des possibilités. En résumé, du coup, anticiper, ça vous permettra de transmettre au moment souhaité, de vous organiser et d'anticiper les délais liés à la reprise, d'élaborer une stratégie,
de valoriser au mieux l'exploitation, d'avoir plus de choix et de temps pour négocier et de bénéficier d'aide à la transmission. Pour poursuivre, je vais vous parler des interlocuteurs qui sont en lien au moment d'une transmission d'exploitation. Alors, vous allez voir, ils sont assez nombreux. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chaque interlocuteur, mais c'est quand même pour que vous ayez voilà, une vue d'ensemble. Donc, finalement, un interlocuteur, donc la MSA, donc on va avoir tout à l'heure justement l'intervention sur la retraite. C'est important donc de voir avec eux suffisamment à l'avance quels sont vos droits retraite, quand est-ce que vous pouvez partir, voilà, pour pouvoir définir une date de la transmission. Après, autre interlocuteur, donc les chambres d'agriculture, je vais en parler un peu plus après. Finalement, la première étape en lien avec les chambres d'agriculture au moment où vous voulez transmettre votre exploitation, c'est de compléter la déclaration d'intention de cessation d'activité agricole, la DICA, qui est à nous retourner 3 ans avant la transmission pour voilà, nous indiquer comment vous prévoyez les choses et à quel moment vous envisagez de céder. Après, voilà, je vais redétailler aussi tout le conseil et accompagnement que l'on peut vous proposer par rapport à la transmission. Autre interlocuteur, donc tout ce qui va être la famille et les proches. Alors, dans les proches, ça peut aussi des fois être les voisins, les collègues, dans le cas où il y a des échanges de foncier, dans le cas où il y a du matériel en copropriété. Enfin, voilà, il y a également quand même un certain nombre de personnes dans ces familles et proches. Après, les personnes vont avoir besoin, au moment d'une transmission, généralement, d'aller aussi voir leur notaire pour tout ce qui va concerner soit de la location de foncier, soit de la vente immobilière. Il y a également donc, le conseiller de gestion qui rentre en ligne de compte au moment d'une transmission pour pouvoir préparer la sortie comptable de l'entreprise. Et également au niveau des banques et assurances, c'est pareil, il faudra faire le point avec eux sur la situation actuelle et la sortie prévue. Après, voilà, vous pouvez aussi avoir besoin d'aller rencontrer un juriste ou un avocat. Alors, ça peut être, comme je vous disais, par exemple, sur aussi des fois la fiscalité, mais également des fois sur les salariés, comment ça va se passer s'il y a des salariés sur l'exploitation, voilà, comment ça se passe s'il y a une mésentente avec un propriétaire. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi besoin de leur avis. L'expert agricole aussi, un intervenant important. Donc là, nous aurons la chance dans la conférence de lundi prochain d'avoir justement Madame Geneviève Marteau, expert agricole, qui va intervenir sur la valeur de l'entreprise. Donc voilà, eux, ils ont ce rôle-là de pouvoir définir une valeur patrimoniale de l'entreprise et des fois aussi également une valeur économique si ça leur est demandé. Après, donc, autre interlocuteur, donc les propriétaires de foncier, on en a déjà parlé tout à l'heure, les voisins collègues aussi, les autres organismes professionnels, donc là, ça peut être des fois concernant par exemple les parts sociales que vous pouvez avoir au niveau de la sucrerie, si vous avez des betteraves ou d'autres organismes agricoles. Voilà, c'est aussi à prendre en compte qu'il y aura besoin d'en discuter avec eux. Si vous avez fait le tour de tous ces intervenants, il y a peut-être même, selon chaque cas de figure, il peut y avoir encore des choses qui se rajoutent dans les intervenants. Voilà, on peut dire que vous commencez bien à vous préparer à la reprise. Je vais du coup là vous indiquer un calendrier d'une transmission réussie. Donc la première étape, c'est finalement 5 à 10 ans avant la transmission de commencer vraiment à y réfléchir, à se pencher sur le sujet. Si vous avez à ce moment-là une question ou un besoin,
vous pouvez venir ou nous appeler à la Chambre d'agriculture pour voilà, que l'on en discute avec vous, parce qu'on est labellisé point accueil transmission. Donc, le point accueil transmission, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un lieu donc, identifié. On peut, donc, comme je vous disais, vous recevoir un rendez-vous ou faire un point téléphonique sur la situation et votre question. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec ce point d'accueil transmission, bah oui, vous aider dans la réflexion et vous sensibiliser en amont sur le devenir de l'entreprise. On a vraiment cette mission, du coup, de vous écouter, de vous orienter ou de vous informer derrière et de vous orienter vers les bons interlocuteurs. Donc voilà, on est vraiment un relais et donc, on a évidemment un engagement de confidentialité, de neutralité et de clarté vis-à-vis des informations que l'on vous donne. Donc après, si vous continuez, on arrive au moment où il va falloir agir pour sa transmission. Donc là, le fait d'agir pour sa transmission, ça peut être 5 à 2 ans avant. Comme vous avez dit au début, ça dépend de la complexité de l'exploitation et du projet de transmission. Voilà. Donc, au moment où vous allez commencer à agir, c'est là qu'on peut vous proposer l'entretien Cap Transmission, qui est voilà, vraiment un entretien personnalisé où on vous reçoit au bureau, où on peut se déplacer sur l'exploitation pour cet entretien. Il est entièrement pris en charge et dure en général aux alentours de 2 à 3 heures. On s'adapte aussi selon le temps dont vous disposez hein, et voilà, le temps aussi que vous avez besoin pour faire le tour de la question. L'idée, c'est vraiment de clarifier vos objectifs à partir des besoins que vous nous avez exprimés et de vos attentes. Et après, voilà, de vous informer finalement sur toute la législation et les démarches qu'il va y avoir à faire et de voir avec vous quels sont les scénarios de départ et les hypothèses de transmission que vous allez retenir. Donc, par rapport à cet entretien, on vous refait ensuite un compte-rendu écrit qui reprendra ce que l'on a évoqué, histoire que voilà, tout ça soit bien mis par écrit et que vous puissiez le relire par la suite. Donc, une fois que vous avez donc réfléchi et commencé à agir pour préparer la transmission, il va y avoir le moment de faire des choix et donc de décider vraiment les modalités de la session, à qui transmettre. Donc, à ce moment-là, au niveau de la Chambre d'agriculture, on peut vous proposer de construire votre projet de transmission et d'élaborer avec vous une offre de reprise détaillée à destination des repreneurs. Donc ça, voilà, je vais vous en parler plus longuement lundi quand on fera la conférence sur ce sujet-là. S'il y a besoin, il y a également, pour pouvoir choisir un repreneur, le répertoire départ-installation qui voilà, peut vous proposer des candidatures de porteurs de projets adaptés à vos souhaits. Donc, comme vous voyez, le fait de décider, j'ai mis le même délai, 5 à 2 ans, comme le moment d'agir, parce que c'est variable, en fait, comme vous disiez, sur la complexité de l'exploitation. Des fois, il faut s'y prendre aussi plus ou moins tôt. Voilà. Donc, voilà, comme vous disiez, le fait d'avoir une offre de reprise claire et détaillée. L'étape où on s'approche du but, là, c'est l'étape de la concrétisation. Donc, quand on en est à l'étape de la concrétisation, c'est qu'on a déjà donc, un repreneur identifié et qu'on va à ce moment-là faire le projet avec lui. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on peut également, si vous le souhaitez, vous accompagner dans cette étape avec le repreneur. On est là pour voilà, avoir une approche globale et prendre tout en compte. Que ce soit également aussi la négociation entre les parties avec le propriétaire. Voilà. Mais en fait, ce sujet-là, je vais aussi l'aborder plus longuement la semaine prochaine lors de la dernière conférence transmission. Donc voilà, cette étape-là, il faut la faire au plus tard 1 an avant la session pour la faire sereinement.
voilà, donc ensuite, on arrive vraiment au jour de la transmission. Donc, le jour de la transmission, c'est là qu'il vraiment, il y a le passage de relais, la signature des nouveaux baux, de compromis, de la signature aussi des ventes immobilières et que voilà, tout se met en place. Et pour finir, parce qu'il y a encore une autre étape après ça, c'est finalement pour vous de construire un projet post-cessation. Donc, c'est-à-dire d'avoir réfléchi, et ça, il ne faut pas le faire au dernier moment. C'est également quelque chose qu'il faut anticiper, de se dire finalement, au moment où je serai retraité, ou alors si c'est quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, de se dire, finalement, qu'est-ce que je vais faire après ma transmission et d'y avoir réfléchi aussi avant pour voilà, que les choses aussi se passent bien. Voilà, donc on va vers de nouveaux projets à ce moment-là. Donc, à présent, je voulais voir avec du coup Marianne Loy pour la suite, sur le fait d'anticiper aussi sa retraite. Je ne sais pas si, voilà, Marianne, Alors, entend bien? Oui, parfait. Oui, bonjour, je suis là, je suis désolée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée, on a eu des petits soucis de connexion, donc j'ai eu un dépannage du service informatique. Donc, je me présente, Marianne Loy, je suis cadre de proximité au service accueil de la MSA Bosqueur de Loire et je prends le relais de Madame Bachet qui devait être présente aujourd'hui pour assurer la présentation de ce webinaire Anticiper sa retraite. Donc en préambule, avant qu'on démarre sur le support, n'hésitez pas si vous trouvez, je vais essayer parce que c'est vrai que sous ce format-là, d'essayer de parler relativement lentement, on est dans du peut-être un peu technique, donc je vais essayer de ne pas aller trop sur le technique. Et puis, si vous avez des questions, compte tenu, c'est vrai que c'est quand même relativement technique, peut-être plutôt de poser vos questions a posteriori, puis je vous donnerai des indications pour les modalités, pour poser vos questions, prendre des rendez-vous, etc. Donc, on va passer sur la première page sur le sommaire. Donc là, sur la présentation, on va dérouler déjà ce qu'il faut faire avant de prendre sa retraite, les démarches à faire et éventuellement les documents que vous avez pu recevoir. Ensuite, les conditions d'attribution avec les conditions d'âge, de durée d'assurance, les différentes majorations. Et puis, certaines conditions particulières, les conditions de cessation d'activité. Et puis, en ce qui concerne les prestations pour le dépôt du dossier, les formalités, etc., etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur la page suivante. Alors, dans un premier temps, on anticipe toujours quand on envisage à un moment donné de faire valoir son droit à la retraite. Alors vous, j'ai vu que dans le cadre de la Chambre d'agriculture, vous avez ça reprend vraiment entre 5 et 10 ans avant. Nous, on va dire qu'il faut peut-être quand même pour un chef d'exploitation s'y prendre au moins 2 ans à l'avance et pour la retraite au moins 1 an à l'avance. Là, je parle pour les démarches administratives, pour la retraite. Mais au préalable, il faut quand même qu'on s'assure que votre carrière a bien été actualisée. Et maintenant, donc vous avez des documents qui vous sont adressés automatiquement, qui ne sont pas envoyés sur votre demande, et ça se fait tous les 5 ans. Donc, on a dans un premier temps, dès l'âge de 35 ans, un relevé individuel de situation qui récapitule l'ensemble de votre carrière sur tous les régimes de base et les points de retraite complémentaires, au cas aussi où vous auriez eu une activité salariée. Et après, dès 55 ans, vous avez un premier document d'estimation indicative globale. Donc, on est vraiment sur de l'approximation, sous réserve que votre carrière soit à jour. Vous avez quand même possibilité d'aller sur le site de la MSA. Donc, je ne sais pas si on va y revenir vers la fin sur tout ce qui est accès aux services en ligne via France Connect. Le portail PER, donc, qui permet de demander une estimation, Marel. Je vous invite aussi à créer d'ores et déjà, je vous expliquerai à la fin du support pourquoi, à créer votre espace privé sur Info Retraite. On peut passer à voilà. Donc,
On a aussi, nous, au niveau de la MSA, possibilité de vous proposer ce que l'on appelle un entretien individuel retraite qui permet de faire le point de situation sur votre carrière, de voir si sur votre carrière, on a des éléments qui nous manquent, qu'il faudrait que l'on actualise. Ça arrive. Hein. Et puis, pour qu'on puisse, après, nous, une fois que la carrière est à jour, transmettre ces demandes d'information ou redemander un nouveau, une nouvelle estimation individuelle globale une fois qu'on aura actualisé la carrière. Point important, alors, je ne sais pas si vous avez conservé tous vos documents, mais c'est un point important que l'on donne, enfin, c'est une information qu'on donne régulièrement à tous nos adhérents, hein, que ce soit les exploitants comme les salariés, de bien garder, tant que la retraite n'a pas été liquidée, de garder tous vos documents. Donc, livret militaire pour les messieurs. Maintenant, on peut avoir aussi des femmes qui font leur service national. Le bordereau d'appel de cotisation, les bulletins de salaire, les justificatifs de versement d'indemnités journalières, parce que peut être d'autres régimes, des justificatifs Pôle emploi. En fait, tant que la retraite n'est pas liquidée, tout ce qui peut alimenter la mise à jour de votre carrière et permettre de valider des trimestres ou des points, ben, il faut conserver tous ces documents-là. Alors, voilà. Donc ensuite, on va passer donc aux conditions d'attribution. Donc, conditions d'attribution de la retraite. Déjà, pour pouvoir faire valoir son droit à la retraite, il faut remplir différentes conditions. La condition d'âge, on va détailler après. La durée d'assurance avec un nombre de trimestres à totaliser. Et bien évidemment, cesser l'ensemble de ses activités. Donc, après, voilà, vous avez un tableau. Alors, sachant que là, on reprend les anciennes générations, puisque la législation a évolué à partir du 1er juillet 1951, puisqu'avant, on était sur l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, qui progressivement est arrivé à un âge légal désormais de 62 ans, en attendant peut-être une prochaine réforme. Pour les générations, donc à partir de 1955, maintenant, l'âge légal de départ à la retraite est à 62 ans et pourquoi on a indiqué le taux plein pour des gens qui n'auraient pas à 62 ans le nombre de trimestres suffisant pour pouvoir partir à la retraite. Donc là, par exemple, on va dire pour une personne qui est née en 1955, elle pourra en effet partir à 62 ans âge légal sous réserve qu'elle cumule bien 166 trimestres. Donc on va le voir après. Ce sont des trimestres qui sont validés, cotisés. Donc, on peut avoir une période d'aide familiale, du service national, du congé maternité, éventuellement du chômage si on n'a pas été chef d'exploitation tout de suite. Donc, on cumule tous les trimestres. Là, on parle de l'ouverture de droit. Alors, on va passer, voilà. Donc, conditions d'âge et durée d'assurance. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, il convient de totaliser le nombre de trimestres propres à sa génération. À défaut, donc les retraites de base, retraites complémentaires, si on n'a pas ce nombre de trimestres dans sa génération, il y aura une minoration. Par contre, cette minoration ne s'applique pas sur la retraite. Donc, ce qu'on appelle RCO, c'est la retraite complémentaire obligatoire pour les chefs d'exploitation. Mais du coup, éventuellement, il y aura un effet sur l'attribution de points gratuits. On va y revenir après. Donc, si on ne veut pas, en partant à 62 ans, avoir une minoration, il faut qu'on arrive donc à avoir ce nombre de trimestres, comme on l'a vu pour l'âge de 55 ans, 166 trimestres. Et si on n'atteint pas ces 166 trimestres, ben, il va falloir poursuivre son activité pour atteindre le nombre de trimestres pour avoir sa retraite à taux plein. Si on n'a pas à 62 ans le nombre de trimestres, ça oblige donc à poursuivre son activité et à repousser l'âge auquel vous pourrez prétendre à votre retraite à taux plein. C'est-à-dire que si à 62 ans, vous n'avez pas votre nombre de trimestres, vous pourrez éventuellement déposer votre dossier, mais ça veut dire qu'il y aurait une minoration. Ce n'est pas forcément l'intérêt. L'idée, c'est de poursuivre et de pouvoir faire valoir son droit à la retraite à taux plein. Et on sait bien qu'une activité de salarié peut se cesser peut-être beaucoup plus facilement, et c'est sûr, qu'une activité de chef d'exploitation, et on l'a vu, ça s'anticipe aussi, cesser son activité de chef d'exploitation.
Une autre option, si toutefois vous n'aviez pas votre nombre de trimestres, donc à l'âge légal, à 62 ans, donc l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, pour avoir votre retraite à taux plein, dans ce cas-là, on peut faire valoir éventuellement l'inaptitude ou la pénibilité. L'inaptitude, en fait, il faudra donc compléter un dossier qui sera soumis donc à l'avis médical de notre médecin conseil et qui donc lui validera ou non. Et dans ce cas, s'il considère et si l'inaptitude est reconnue, même si votre nombre de trimestres n'est pas atteint 62 ans, donc par exemple, on a dit pour 55 ans, la génération 55, pardon, 166 trimestres, même si on n'a pas ces 166 trimestres-là, au titre de l'inaptitude, si elle est reconnue, vous pourriez partir avec votre retraite à taux plein. Et il n'y aurait pas de minoration, c'est-à-dire que on ne va pas en fait retirer une partie de la retraite, elle serait avec un pourcentage diminué. Donc, ce qui n'est pas forcément le but. L'idée, c'est de pouvoir faire valoir sa retraite à taux plein. J'espère que je ne suis pas trop technique et encore, j'essaye d'édulcorer parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet au niveau de la législation. Ensuite, donc concernant la durée d'assurance, on a évoqué tout à l'heure pour la mise à jour de votre carrière, donc les différents trimestres que l'on intègre pour pouvoir avoir son nombre de trimestres d'ouverture de droit pour faire valoir sa retraite à l'âge légal et à taux plein. Donc, dans cette durée d'assurance, on a des périodes cotisées, donc travaillées. On a aussi les cotisations volontaires des exploitants qui cotiseraient de leur propre chef. On en a très, très peu. Des périodes équivalentes, donc période d'aide familiale, même si ça tend donc à disparaître. Et puis, peut-être aussi des activités à l'étranger, que ce soit des activités salariées comme non salariées. Il peut y avoir aussi les études supérieures, des années qui ne sont pas complètes pour lesquelles vous allez éventuellement racheter et donc des périodes pour lesquelles les parents avaient dû verser des cotisations d'aide familiale pour vous, cotisations individuelles de vieillesse qui permet après de valider des trimestres. On a aussi des périodes qu'on considère comme étant assimilées, le chômage, les indemnités journalières, le service national. Et puis, on a à côté des trimestres que l'on pourra ajouter qui sont liés donc, aux enfants, les majorations donc, pour enfants ou la majoration pour les enfants handicapés. Et parallèlement, on a aussi une autre majoration qui permet de valider des trimestres, donc, que l'on appelle l'assurance vieillesse des parents au foyer. C'est lié au versement des prestations familiales et c'est vrai que sur votre relevé de carrière, vous pourrez les retrouver éventuellement si vous avez eu 2 ou 3 enfants. Et de toute façon, si vous êtes éligible à l'assurance vieillesse des parents au foyer, vous le verrez sur votre relevé de carrière et ce sont la plupart du temps des trimestres en fait qui sont validés par le régime général. Donc, si vous voyez ça sur votre relevé de carrière, vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas, vous revenez vers la MSA et on fera le point, nous aussi, avec le service retraite. Une petite précision sur la validation de période d'activité pour des trimestres donc, qui sont cotisés. Bien évidemment, pour qu'ils puissent être déterminés comme étant cotisés, il faut qu'il y ait eu un versement de cotisation minimum. Donc, pour un salarié, c'est un salaire brut et pour les non-salariés, c'est lié au versement de votre cotisation annuelle. Et il faut aussi être à jour de ces cotisations pour que les trimestres puissent être reportés sur votre relevé de carrière. Alors, ensuite, donc, les conditions... Oui, non, ça, on l'a vu. Je vais y arriver. Les majorations d'assurance, donc on va passer rapidement dessus. Hein. Voilà, vous avez le support. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est limité à 8 trimestres par enfant. L'idée, c'est que pour que nous, on puisse le faire valoir, c'est nous transmettre la copie de votre livret de famille. Et comme ça, on pourra, nous, les rajouter au relevé de carrière. Et puis, pareil, donc, pour les majorations enfants handicapés, il suffit de nous le préciser et nous, après, le service technique fera le nécessaire pour valider les trimestres sur votre relevé de carrière. Donc, on est aussi sur un nombre de trimestres donc, de 8, limité à 8 par enfant. Et ça peut aussi se cumuler avec les trimestres
pour enfants, la majoration d'assurance pour enfants. Donc, si toutefois, je dis ça déjà dans un premier temps pour vous, mesdames, si vous ne voyez pas sur votre relevé de carrière cette mention-là, c'est qu'en effet, on aura besoin de votre livret de famille pour pouvoir valider ces trimestres et puis autant le faire par anticipation, ce qui fait que le jour où vous faites valoir votre droit à la retraite, eh bien, votre carrière sera à jour. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut tout anticiper. Sur d'autres dispositifs, donc sur la diapositive suivante, donc là, on a d'autres dispositifs. On n'a pas voulu trop rentrer dans le détail parce que sinon, on rentrait dans le technique. Vous avez des dispositifs de départ à la retraite pour des personnes qui sont ex-invalides. On est dans le même cas que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'inaptitude, où vous pourrez partir à l'âge légal sans aucune minoration, même si vous n'avez pas votre nombre de trimestres, puisqu'on est dans le cadre de l'inaptitude. On a la pénibilité. Dans ces cas-là, c'est pareil, vous rapprochez de la MSA, puisque ça peut éventuellement avoir lieu à partir de 60 ans, pour qu'on puisse nous procéder à l'étude et vous indiquer si c'est réalisable et faisable. Et la retraite progressive, c'est la possibilité de partir plus tôt, donc avant l'âge légal. Bon, c'est limité à -2, donc ça veut dire qu'entre 60 et 62 ans, et qui permet de garder une partie de votre activité et de commencer à percevoir parallèlement aussi une partie de votre retraite. Donc ça, c'est un dispositif particulier pour savoir si vous remplissez les conditions. L'idée, c'est de vous rapprocher aussi de la MSA et que l'on étudie si cette possibilité vous est offerte ou pas. Ensuite, donc on a la retraite anticipée longue carrière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, cette retraite anticipée, donc déjà, ce qu'il faut en fait avoir à l'esprit, c'est que pour pouvoir faire valoir le droit à la retraite anticipée, on a déjà les conditions de trimestre. Il y a 2 conditions et ce n'est pas ou, c'est et. Il faut avoir au moins 5 trimestres d'assurance avant la fin du 16e ou du 20e anniversaire, donc de votre 20e au 16e ou 20e anniversaire. La plupart du temps, les dossiers que l'on a maintenant, c'est 20e anniversaire. Ou 4 trimestres pour une personne qui est née au cours du 4e trimestre, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre. Si vous êtes né du 1er janvier donc au 30 septembre, on sera sur 5 trimestres, l'année des 20 ans. Si on est, donc vous êtes né entre octobre et décembre, donc ce sera seulement 4 trimestres. Donc on parle des trimestres cotisés. Je parle pour des personnes qui auraient éventuellement été aides familiales, mais pour lesquelles les parents n'ont pas cotisé. On le valide simplement par équivalence parce qu'on a connaissance que vous avez eu cette activité-là, mais il n'y a pas eu de cotisation de versée. Ces trimestres-là, il faudrait éventuellement les racheter. Et donc, en plus des trimestres en début de carrière, il faut avoir donc, cotisé, tout régime confondu. Donc là, on n'est plus sur le tableau qu'on a vu en début de support, mais là, on va être sur un autre tableau qui arrive juste après, où là, on vous demande une période cotisée. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir, par exemple, pour quelqu'un qui est né en 1964, il faut qu'il ait l'année donc, de ses 20 ans, avoir ses 5 ou ses 4 trimestres donc, cotisés. Et il faudra donc avoir 169 trimestres cotisés, c'est-à-dire qu'il y en a certains qu'on va exclure. Par exemple, les trimestres pour enfants, eux, ils vont être exclus, c'est de la validation. Le service national, par contre, considéré comme réputé cotisé, sera pris en compte, et certains trimestres, pour, par exemple, le congé maternité. Donc, cette étude-là, quoi qu'il en soit, si vous envisagez un départ, alors prenez-y vous, on va dire, quelques temps avant, on va dire au moins une année à l'avance, si toutefois vous envisagez un départ à 60 ans, de façon à ce que l'étude soit faite au niveau de la MSA, et qu'on vous dise si en effet vous remplissez bien les conditions, qu'on vérifie votre carrière, si toutefois il y a une carrière qui dépendrait d'une activité régime général ou d'autres organismes, il va falloir qu'on vérifie la carrière afin de voir si toutefois vous remplissez ces conditions avant qu'on puisse le valider. Donc, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous nous contactez à la MSA, les points de contact, je vous les donnerai en fin de support.
pour dire vous envisagez de partir en retraite anticipée à partir de 60 ans. Nous, on vous envoie un document à compléter où vous allez nous indiquer par écrit que vous souhaitez en effet qu'on fasse cette étude-là. Vous le renvoyez à la MSA et la MSA procède à l'étude, vérifie votre carrière et ensuite vous renvoie un courrier pour vous indiquer si en effet vous remplissez bien les conditions, à partir de quelle date vous pourrez partir et à partir de quand vous pouvez entamer les démarches pour faire valoir votre droit à la retraite auprès de la MSA dans ce cadre-là. Alors, donc, une fois qu'on a dressé à peu près le tableau pour faire valoir son droit, la durée d'assurance, etc., on va aborder donc, ce qui concerne la cessation d'activité. Donc, c'est là, voilà. La législation a évolué à partir du 1er mars 2015. Désormais, l'ensemble des activités salariées et non salariées doivent être cessées. C'est-à-dire qu'avant le 1er mars 2015, un chef d'exploitation pouvait cesser son activité salariée, donc soit salarié agricole, régime général, ou faire valoir ce droit s'il avait cessé son activité, mais qu'il avait eu une activité salariée agricole, régime général par exemple, pouvait faire valoir le droit à la retraite et continuer son activité de chef d'exploitation. Maintenant, ce n'est plus le cas. De toute façon, on doit cesser l'ensemble de son activité et toute poursuite ou reprise à compter du 1er janvier 2015 n'entraînera aucun droit. C'est-à-dire que si vous poursuivez votre activité, vous allez malgré tout verser des cotisations, mais ça ne vous ouvrira plus aucun droit à la retraite puisque vous aurez liquidé l'ensemble de vos droits, que ce soit les retraites de base comme les retraites complémentaires. Comme il est indiqué dans le support, même si la nouvelle activité relève d'un régime auprès duquel vous n'avez jamais encore été affilié. Donc, dans la demande de retraite, le formulaire, ou si vous le faites en ligne, vous avez un paragraphe qui vous indique que vous aurez à préciser si en effet vous avez bien cessé toutes vos activités. Et de cocher sur la demande de retraite cette indication est très important pour nous pour savoir après et poursuivre la liquidation du droit à la retraite. Alors, concernant donc les dérogations à la cessation d'activité, parce que c'est forcément une question que vous allez vous poser. On a possibilité, donc un chef d'exploitation a possibilité et est autorisé à conserver une parcelle de subsistance. Donc l'ASMA, c'est la surface minimum d'installation ou d'assujettissement. Et dans le Loiret, vous pourrez conserver 4 hectares, 28 arts, 57 centiares. Donc, donc ça, c'est une parcelle que vous pouvez conserver, sur laquelle vous allez pouvoir cultiver et vendre le produit de vos terres. Par contre, donc, si vous conservez entre 3 hectares 75, donc vous mettez en valeur et les 4, 28, 57, là, vous serez affilié en tant que retraité, mais cotisant solidaire, avec une cotisation accident de travail qui permet de vous couvrir. Donc, il y a des petites choses qu'on va voir aussi après à ce sujet-là. Par contre, dans ce cadre-là, il faudra quand même que vous ayez une autorisation de poursuite d'activité. Il y a une possibilité donc, de donner un coup de main occasionnel et entraide. Donc ça, je vais aussi vous redonner des précisions là-dessus. L'hébergement en milieu rural avec donc, vos biens. Le tourisme rural et poursuite d'une activité ou d'une reprise d'une activité. Je vais vous redonner quelques précisions à ce sujet-là par la suite. Alors, l'entraide, c'est vrai que l'entraide, on met beaucoup de choses sous le terme d'entraide familiale. Qu'est-ce que c'est ? On va voir ça ensemble. Alors, sur la diapo suivante. Alors, l'entraide familiale doit se faire sur une exploitation individuelle et ou une société donc, de composition familiale, c'est-à-dire avec les membres de la famille. Et elle se fait entre les membres d'une famille seulement avec le lien de parenté au premier degré. Elle doit être occasionnelle, spontanée, et il ne doit pas y avoir de rémunération.
En cas d'accident, parce que ça, c'est important hein, de savoir ce qui se passe si, dans le cadre de l'entraide, malgré tout, il peut se produire un accident. Donc, en cas d'accident des enfants à charge de 14 à 20 ans, c'est l'ATEXA, donc la cotisation que vous versez au titre de l'accident du travail en tant que chef d'exploitation, qui prendra en charge. Par contre, si c'est un autre membre de la famille, ce sera son accident de vie privée qui prendra en charge l'accident du travail. On a bien vu, hein, comme l'indiquait ma collègue dans le support qu'elle a constitué, que dans le cadre de l'entraide, donc ça ne s'applique pas à la famille éloignée et bien évidemment, c'est de l'entraide, donc ça ne doit pas se substituer à l'activité d'un salarié. Donc, il peut aussi éventuellement y avoir le coup de main d'un ancien retraité exploitant, toujours sans rémunération. La tolérance, c'est 10 à 15 heures par semaine sur l'ancienne exploitation du retraité pour qu'il puisse transmettre son savoir. Possibilité du retraité de rendre l'entraide agricole à une exploitation dans la limite de la parcelle de subsistance. Donc, on l'a vu tout à l'heure, et pour autant, il faut qu'il soit propriétaire. Il faut que ce soit à caractère spontané, non planifié, exceptionnel. Et là, pareil, dans le cas d'un accident, c'est au titre de la vie privée et vous devez souscrire ce qu'on appelle une assurance coup de main. Donc ça, c'est à voir avec votre assureur. Les limites, on l'a vu, 10-15 heures par semaine uniquement pour que le retraité fasse bénéficier de son expérience. Il ne doit pas remplacer une unité de travail. Et c'est pour ça qu'on vous indique aussi d'être vigilant en cas de transfert entre époux. Et donc, attention, depuis 2009, vous pouvez être salarié sur votre ancienne exploitation avec le cumul retraite. Donc ça, on va le voir après avec les limites du cumul emploi-retraite. Et on a donc l'option aussi de la poursuite ou de la reprise d'une activité de chef d'exploitation tout en percevant la retraite. Mais pour ça, il faut remplir les 3 conditions et elles sont cumulatives. Donc, il faut déjà être bénéficiaire de l'ensemble de ces retraites personnelles de base et complémentaires, que ce soit régime français, étranger, organisation internationale. L'âge du taux plein, donc on a vu pour les personnes qui ne l'auraient pas à 62 ans, ou l'âge légal de départ, et de justifier de sa durée d'assurance pour avoir la retraite à taux plein. Et puis ensuite, on a la possibilité de poursuivre, donc c'est assez restrictif, une activité de conjoint collaborateur ou d'aide familiale. Là, il n'y aura pas de condition. Une activité de chef d'exploitation, mais si on est assujetti à un temps de travail ou donc pour les productions hors sol. Donc, vous voyez, ça reste quand même très limité. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions par rapport à la poursuite d'une activité, reprendre ou poursuivre une activité, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MSA, vous posez votre question, on pourra vous fixer un rendez-vous soit avec un conseiller en protection sociale ou un agent d'accueil pour qu'on vérifie en fonction de vos questions et de vos propositions si cette possibilité vous est offerte ou pas. Et donc, bien évidemment, si les 3 conditions ne sont pas remplies, vous ne pourrez pas poursuivre ou reprendre une activité NSA tout en percevant votre retraite. Alors, pour les retraités, donc pour inaptitude, donc on est sur des personnes qui seraient ex-invalides ou qui font valoir le droit à la retraite, comme on l'a vu tout à l'heure, sur présentation d'un certificat médical et sur validation du médecin conseil. Ils peuvent bénéficier du cumul, mais seulement s'ils ont bien la durée d'assurance. Donc ça, c'est pareil, vous vous rapprochez de la MSA, on vérifiera toutes ces conditions-là et on vous dira si en effet vous êtes concerné ou pas, ou si vous avez possibilité de poursuivre ou de reprendre une activité. Alors, après, les retraités titulaires pour une retraite anticipée ne pourront bénéficier qu'à partir de l'âge légal, puisqu'on a vu les conditions cumulatives et que les conditions pour la retraite anticipée ne sont pas les mêmes que pour le départ à l'âge légal, puisqu'on parle de trimestres entièrement cotisés et de trimestres en début de carrière, ces conditions qui ne sont pas demandées pour quelqu'un qui part à 62 ans
avec le nombre de trimestres d'assurance qu'on a vu au début de la présentation. Et pareil, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, si vous reprenez et que vous poursuivez éventuellement une activité à partir du moment où vous avez fait valoir l'ensemble de vos droits à la retraite, ça ne pourra pas générer de nouveaux droits à la retraite, puisque une retraite liquidée, une fois que les droits sont liquidés et payés, l'activité que vous allez avoir après, vous allez cotiser, mais ça n'ouvrira pas de nouveaux droits à la retraite. C'est important parce que c'est souvent une question qui nous est posée. C'est la même chose pour un salarié. Une petite précision aussi sur le fait de pouvoir être salarié agricole sur son ancienne exploitation tout en percevant sa retraite non salariée. Par contre, il faudra quand même être vigilant sur le cumul emploi-retraite, donc à vérifier et valider auprès de la MSA. Alors, je ne vais pas m'appesantir parce que groupe de régime, ça ne va pas forcément vous parler. Au niveau des régimes de sécurité sociale concernant la retraite, on a le régime général, le régime agricole, les indépendants, les régimes spéciaux. Donc, au fil de votre carrière, vous avez pu éventuellement cotiser dans ces différents régimes ou éventuellement avoir une carrière exclusivement agricole, peut-être même exclusivement non salarié agricole. Je voulais juste vous préciser, pareil au niveau de la législation, parce que c'est souvent une activité qu'on se pose, la CARSAT, la MSA pour les salariés agricoles et les indépendants, on est sur la même législation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ce qui peut après vous intéresser. C'est ce qui concrétise en fait tout le projet que vous avez eu de transmission et ensuite de se poser la question si vous avez droit à la retraite. Et une fois qu'on sait qu'on a le droit à la retraite, après, il faut déposer sa demande. Donc, on est près du but quand on arrive au dépôt de la demande obligatoire d'une demande de retraite. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire valoir son droit à la retraite sans avoir déposé le formulaire, donc soit papier, soit en ligne. On considère que pour un chef d'exploitation, donc il faut déposer son dossier entre 4 à 6 mois avant l'âge légal. Quoi qu'il en soit, si le dossier était déposé avant 6 mois, il ne pourra pas être pris en compte. Il faut par exemple, quelqu'un qui cesse au 31 décembre 2021 déposera son dossier à compter du 1er juillet. Et puis après, c'est aussi lié à votre date de cessation d'activité. Maintenant, en fait, on va dire qu'on essaie de supprimer les dossiers papier. On vous incite à créer votre espace privé, soit sur le site de la MSA via France Connect, soit éventuellement sur Info Retraite, ce qui vous permet de faire une demande unique et qui va aussi arroser donc, les autres régimes de base et de retraite complémentaire. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un dossier à déposer. Alors qu'avant, on pouvait avoir un dossier à déposer en régime général, en MSA, au niveau de la retraite complémentaire si on avait eu des activités salariées. Là, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est une demande unique et cette demande unique sera dispatchée sur les différents régimes pour que le droit à la retraite puisse être étudié. C'est une démarche qui simplifie grandement les démarches administratives. Pour la retraite anticipée, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une fois que la MSA aura validé, ben là, en fait, c'est la MSA qui vous enverra la réponse pour dire si en effet vous pouvez partir en retraite anticipée et vous enverra le formulaire à compléter. Et avec l'attestation. Pour l'incapacité, c'est un dossier spécifique à demander à la MSA. Tout ce qui est spécifique, pour l'instant, au niveau des services en ligne, tout n'est pas encore bien au point. Sur le formulaire unique, ça vous permet donc de déposer vos droits à la retraite, liquider vos droits à la retraite, donc salarié agricole, salarié industriel, artisan, commerçant, NSA, régime des cultes et profession libérale. Malgré tout, si vous n'avez pas Internet ou que les démarches en ligne vous semblent compliquées, donc nous, on peut vous accompagner. Les conseillers en protection sociale aussi. Vous souhaitez plutôt déposer une demande papier, donc derrière, il faudra en effet déposer une demande papier auprès de la retraite complémentaire. Sachez par contre, quoi qu'il en soit, que lorsque vous faites une demande papier pour faire valoir votre droit à la retraite en régime agricole, un lien donc, est adressé
au régime, donc Agir Carco, et donc généralement après, eux vous envoient la formulaire papier. Et donc là, sur le support, vous avez quand même le numéro de téléphone, la plateforme téléphonique à contacter. Donc là, on parle donc régime de retraite complémentaire pour les personnes qui auraient une activité salariée, en plus de leur activité donc de chef d'exploitation. En ce qui concerne la retraite complémentaire des chefs d'exploitation, donc retraite complémentaire obligatoire, là, il n'y a pas de dossier à déposer. L'étude sera faite par la MSA, au même titre que l'étude de votre droit propre en tant que chef d'exploitation. Donc, pour le dépôt donc, de votre demande de retraite, alors en ligne, normalement, vous allez avoir toute la liste qui apparaît en même temps que vous faites votre dépôt en ligne et on vous demande de joindre donc, tous ces documents. On vous demande les 2 derniers avis d'imposition. Pourquoi? Donc ça, c'est pour la cotisation, je vais y arriver, les prélèvements sociaux, la contribution sociale généralisée, le remboursement de la dette sociale, enfin voilà, toutes ces petites contributions. Et on est pour l'étude sur N-2. Donc, avant que nous, on puisse après échanger avec les services des impôts, on a besoin que vous nous transmettiez vos avis d'imposition, sachant que quand vous avez un bénéfice agricole, on ne l'a pas forcément de façon immédiate. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande les 2 derniers avis d'imposition. Il nous faudra un RIB, même si on en a déjà un dans nos dossiers. Là, c'est pour la liquidation de la retraite. Donc, si ce n'est pas le même compte, il nous faut le RIB. La carte d'identité, le livret de famille pour vérification et voir si vous avez eu ou élevé vos enfants pendant au moins 16 ans. On l'a vu pour la majoration. Les bulletins de mutation de terre, donc ça, c'est accessible via votre espace privé puisqu'on ne les envoie plus. Les bulletins de mutation de terre préadressés sur lesquels donc, vous indiquerez la date de cession, le preneur, le cédant, le propriétaire. Il faut qu'on ait bien toutes les signatures. Il faudra qu'on ait les résiliations ou les avenants au baux. Si les termes ne sont pas reprises, il faudra nous le préciser sur le bulletin de mutation pour qu'on voit, pour en tout cas les retirer de votre compte et qu'on puisse les laisser de côté en attendant de les réaffecter à quelqu'un. Et lorsque vous avez une activité au sein d'une société, il nous faudra donc le PV de démission de gérance, alors le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire. Vous pouvez rester éventuellement détenteur de parts sociales. Et puis, donc, il nous faudra aussi les nouveaux statuts, la nouvelle répartition des parts, s'il y a une transformation, une radiation. Je ne sais pas si ça a été indiqué sur le support, mais je vous le dis quand même, la formalité aussi auprès du centre de formalité des entreprises. C'est une formalité qui est essentielle parce qu'après, le lien se fait auprès de la MSA, ce qui permettra de ne pas procéder à un nouvel appel de cotisation au 1er janvier de l'année qui suit. De quoi est constituée votre retraite? On va peut-être pas rentrer trop dans le détail parce que voilà. Donc, on a une retraite de base, de la retraite complémentaire obligatoire et puis quelques avantages complémentaires. Sur le support, ma collègue vous a inséré donc, une page concernant le calcul de la retraite de base. Donc, vous avez donc, la retraite forfaitaire, vous avez le montant avec le montant au 1er janvier. Donc, la retraite forfaitaire, en fait, c'est lié au trimestre. La retraite proportionnelle, c'est lié aux cotisations que vous versez et aux points donc, qui vous sont attribués en fonction des cotisations que vous versez annuellement. Et vous avez aussi donc le montant de la valeur du point de la retraite complémentaire obligatoire. Donc, en fonction du nombre de points et des cotisations que vous avez versées, on va multiplier cette valeur du point et ça vous donnera un montant de retraite complémentaire obligatoire. On a des majorations de pension, donc ça c'est étudié par nos collègues des services retraite au moment où le dossier est déposé. Donc on a parlé trimestre tout à l'heure, mais là on parle de bonification pour enfants. Donc en fonction des informations que l'on aura, on pourra accorder une majoration de 10%. Hommes et femmes qui ont eu ou élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire. D'où l'intérêt que votre demande soit bien complétée et qu'on ait le livret de famille.
La surcote, c'est une majoration de pension qui est accordée si l'activité est poursuivie au-delà de l'âge légal. Alors, ce n'est pas 60-60, puisque l'âge légal, on a vu que c'était 62 ans. Donc, si vous poursuivez votre activité au-delà, puisque si vous avez atteint votre nombre de trimestres, mais que malgré tout, et que vous pouvez quand même faire valoir votre droit à 62 ans parce que vous avez votre nombre de trimestres d'ouverture de droit, vous avez la possibilité de dire, ben non, moi, je veux quand même continuer. Et dans ces cas-là, on appliquera un pourcentage, donc un taux de surcote d'1,25% par trimestre, qui va majorer votre retraite. Donc, pour la retraite complémentaire, je ne reviens pas dessus, on a vu qu'il n'y avait pas besoin de déposer un dossier spécifique. Nous, on l'étudie, juste que depuis 2003, ça existe que depuis 2003, il n'y avait pas de retraite complémentaire obligatoire avant. Vous cotisiez, vous, de votre côté, auprès d'autres prestataires. Depuis 2003, donc, ce sont des droits gratuits et cotisés pour les conjoints collaborateurs parce que ça existe que depuis le 1er janvier 2011. Et là, c'est lié à un versement de cotisation. Et à compter de février 2014, on a la possibilité d'attribution de droits gratuits sous réserve que vous réunissiez les conditions de durée d'activité totale. Donc, les conditions de... Je crois qu'elle a dû les mettre sur le support. Oui, donc vous les avez là. Donc, elle vous a remis la valeur du point. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette retraite complémentaire obligatoire pour les points cotisés, il faut avoir été chef d'exploitation depuis 2003, avoir au minimum 100 points par an. Donc là, on est en 2018. Je n'ai pas les autres plafonds. Il n'y a pas de maximum. La cotisation n'est pas plafonnée. De toute façon, par rapport à ça, il faut savoir que c'est la MSA qui fera l'étude et qui vous indiquera en effet si le droit est ouvert ou pas. Après, elle vous a remis toutes les modalités de calcul. Pareil, je ne rentre pas dans le détail parce que là, on est sur un calcul avec un nombre de points. N'hésitez pas à vous rapprocher de la MSA pour qu'on vous fasse une estimation, qu'on refasse le point très rapidement avec vous lors d'un rendez-vous ou avec un chef d'exploitation. Vous avez dû entendre parler de la loi Chassaigne là, au 1er novembre 2011, c'est en cours. Qui permettrait de porter donc, la retraite d'un chef d'exploitation à 85% du SMIC. Oui. Et donc, elle vous a mis les conditions. Donc, pour pouvoir rentrer dans le cadre de la loi Chassaigne et bénéficier de ce complément, il faut justifier d'une assurance taux plein, tout régime confondu, d'au moins 17,5 années de chef d'exploitation, avoir liquidé l'ensemble des retraites personnelles et complémentaires, et on prend en compte toutes les retraites. Donc, de toute façon, cette étude-là est faite par le service technique retraite. Logiquement, pour les personnes qui sont concernées, il devrait y avoir, là, au mois de décembre, vous devriez le voir. Mais par contre, il faut savoir qu'il n'y aura pas de courrier qui partira pour vous indiquer si le droit vous êtes ouvert ou pas, pour les personnes qui feraient valoir leur droit à la retraite là, ou qui l'ont déjà fait valoir. La retraite, donc elle est versée mensuellement à terme échu. Je m'explique, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait valoir son droit à la retraite au 1er novembre 2021 percevra sa retraite à partir du 10 décembre. Si on fait valoir son droit à la retraite au 1er janvier 2022, le montant de la retraite sera versée au 10 février. Ce qui n'est pas le cas de la retraite donc Agir Carco pour les activités salariées, eux versent par anticipation au début du trimestre. Donc pour, par exemple, quelqu'un qui prend sa retraite au 1er janvier 2022, dès début janvier, pourra percevoir sa retraite complémentaire obligatoire salariée. La retraite est soumise au prélèvement, donc on l'a vu, la CSG, la CRDS, la CASA. C'est vrai qu'on peut vite arriver, donc c'est annuel, à un taux annuel de prélèvement sur la retraite, si on cumule les 8,30, les 0,50 et 0,30, quand on est sur du taux plein à 9,10. Et ce taux, en fait, ce prélèvement, on voit si on peut le prélever, on regarde votre revenu fiscal de référence et nous, on a un barème après en fonction du nombre de parts. Et en fonction de ces informations-là,
on voit si vous êtes assujettissable ou pas à ces prélèvements-là. Il peut y avoir des erreurs, donc n'hésitez pas à poser la question si toutefois vous êtes interpellé par le montant. Demander une vérification. Et après, une fois que vous nous avez transmis vos 2 avis d'imposition, chaque année, c'est la Direction générale des impôts qui nous transmet les informations et on procède aux régularisations si éventuellement il y a des modulations sur le revenu fiscal de référence qui permettra éventuellement de baisser ou d'augmenter ces prélèvements sociaux. En ce qui concerne le prélèvement à la source, donc, qui existe depuis le 1er janvier 2019, là, la MSA n'intervient absolument pas sur le taux. Il est déterminé par l'administration fiscale. Donc, si vous avez des soucis à ce sujet-là, il faudra directement contacter prélèvement à la source ou vous rapprocher de votre conseiller, si vous en avez un auprès des impôts ou carrément des services fiscaux. Voilà, là vous avez un petit, alors voilà, sur la LURA, ce qu'on appelle la liquidation unique, donc on est vraiment sur des termes techniques. Simplement, pour aller vraiment au plus simple, si quelqu'un, un chef d'exploitation qui aurait eu une activité auprès d'autres organismes, donc une activité salariée, je parle, ou d'indépendant, donc salarié agricole, régime général, indépendant, mais aussi une activité de chef d'exploitation. En fait, c'est un seul régime qui viendra à étudier la liquidation du dossier retraite. Et d'autant, donc c'est-à-dire au lieu, par exemple, que ce soit le régime général qui prenne en charge la liquidation de votre dossier, puisqu'en plus, on a une activité non salariée, la compétence nous reviendra pour étudier et liquider l'ensemble des droits et l'ouverture des droits. Je vais résumer parce que je ne veux pas rentrer trop dans le détail à ce sujet-là. Sinon, je pense que je vais perdre tout le monde. Je trouve que c'est déjà hyper technique. Donc, voilà. Là où je voulais insister, donc, c'est par rapport aux coordonnées de la MSA, pour les personnes à contacter. Donc, en effet, toutes les informations qu'on communique, c'est toujours, même si vous preniez rendez-vous avec nous, tout ce que l'on donne comme information, ce sont donc des informations sous réserve de l'application de la législation et de la législation en vigueur. Et entre le moment où vous allez nous contacter, si on a des évolutions de législation, ça peut remettre en cause certaines choses. Donc, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de la MSA et à reposer vos questions pour voir si vous rentrez encore toujours dans les conditions ou pas. Si vous avez entendu parler de quelque chose, n'hésitez pas. Pour nous contacter, donc vous avez le centre de contact au 02 37 999 999. C'est une plateforme téléphonique, ce sont des téléconseillers qui prennent en charge votre demande, qui ont peu de temps pour vous répondre et qui, dans ces cas-là, relayeront soit auprès des conseillers en protection sociale, soit auprès des agents d'accueil pour vous proposer un rendez-vous, vous accompagner. Il peut y avoir une succession de plusieurs rendez-vous. On peut prendre le temps. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MSA. On a vu les entretiens individuels retraite. On fait également des rendez-vous prestations. On peut aller au-delà de la retraite sur d'autres domaines de prestations puisqu'on est guichet unique. Vous avez possibilité d'utiliser votre espace privé en allant dans la rubrique Contact et échange. Donc, mes messages, ça, c'est pour nous envoyer des questions via des mails. Vous pouvez aussi, par ce biais-là, demander un rendez-vous. Vous avez notre adresse postale et donc là, à la fin du support, on vous indiquait comment accéder à votre espace privé. Pareil, sur de l'accompagnement numérique, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MSA. On va commencer à mettre en place des rendez-vous pour de l'accompagnement numérique puisqu'on nous demande de plus en plus de tout dématérialiser, mais il faut aussi accompagner nos adhérents. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité de savoir comment se connecter, comment déposer des documents en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet-là et à prendre rendez-vous. Le numéro d'assistance Internet, pour finir, c'est plus si vous avez un dysfonctionnement de connexion ou autre. Par contre, si c'est simplement une difficulté d'accès ou vous n'avez pas plus votre mot de passe, vous l'avez perdu, là, c'est bien la MSA qui sera compétente à ce niveau-là pour réinitialiser votre mot de passe.
Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour. C'est vrai que je dois être à peu près dans le timing. C'était pas forcément simple au pied levé. J'ai fait le mieux possible. J'espère que, en tout cas, ça vous aura déjà donné un aperçu des démarches à faire auprès de la MSA. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter surtout. Je pense que ce sera le meilleur moyen pour vous aider à entamer vos démarches. Oui, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Marianne. Il y avait quand même au niveau des discussions, voilà, une question. Je ne sais pas si tu as pu en prendre connaissance. Alors, je vais y aller. Alors, c'était voilà, en cas de clôture au 30 juin 2022. Voilà, cessation au 30 octobre 2022, retraite au 30 décembre 2022, report de déclaration des revenus au 30 juin 2023. Doit-on payer des charges sociales à la MSA pour 2023 ? Alors, si je reprends, donc déjà, la clôture, certes, ça c'est la clôture comptable, la session, donc c'est ça, on considère avec une session d'activité au 30 octobre, avec la possibilité malgré tout, donc si je parle de la retraite, prendre sa retraite donc au 1er novembre, et en effet, ça ne serait pas une retraite au 30 décembre dans ces cas-là. Pour moi, si on a une session d'activité, donc cessation d'activité au 30 octobre, une date d'effet 1er novembre, on a 2 mois pour cesser, donc pour aller jusqu'au 31 décembre, vous pourrez d'ores et déjà, première chose, percevoir votre retraite au 1er novembre, même si vous poursuivez votre activité jusqu'au 31 décembre, puisque de toute façon, les cotisations des chefs d'exploitation sont annualisées, donc vous cotiserez quand même jusqu'au 31 décembre. Et ces cotisations-là, on va avoir une liquidation provisoire de la retraite au 1er novembre. Comme vous allez cotiser jusqu'au 31 décembre, forcément, au début de l'année, il y aura donc début 2023 une révision du dossier, puisqu'on n'aura pas, il faut qu'on attende la fin de l'année pour avoir les cotisations versées sur l'année 2022. Alors, après, report déclaration des revenus au 30 juin, je ne vois pas en fait, des charges sociales, c'est-à-dire report de déclaration de revenus. Parce que pour moi, donc vous parlez de charges sociales si vous aviez donc une activité salariée, des salariés sur l'exploitation, ou vous parlez de vos cotisations en tant que chef d'exploitation? Oui, là, je ne sais pas si la personne peut remettre des éléments complémentaires. Oui. Mais après, ça pourra de toute façon être étudié j'imagine, lors d'un rendez-vous personnalisé. Je pense que il faudra à ce moment-là bien penser à nous reposer des questions à ce sujet-là. Là, j'ai éclairci par rapport aux cotisations, cessation, faire valoir son droit à la retraite. Après, je me pose en effet des questions par rapport à la déclaration des revenus au 30 juin et payer des charges sociales, puisque pour moi, les charges sociales, c'est lié à une activité salariée ou un salarié qu'on aurait sur l'entreprise. Sinon, nous, on parle de cotisations et on parle de l'annualisation des cotisations. Donc, ne pas hésiter, en effet, à se rapprocher de la MSA pour éclaircir tout ça, ou poser votre question via mes messages, mes réponses. C'est tout à fait possible. Vous sollicitez un rendez-vous. Appelez sur le centre de contact. Alors, ce qui n'est pas précisé sur le support, c'est vrai que vous avez 02 37 999 deux fois. Dans la plateforme téléphonique, on a ce que l'on appelle maintenant la cellule de veille aux entreprises. Quand vous faites le choix 4, mes collègues, en fait, soit vous avez accès directement, ou si vous faites le choix 5, les collègues téléconseillers ou téléconseillers peuvent vous renvoyer sur le choix 4 pour aller sur la cellule de veille aux entreprises qui, elle, est bien spécifique et qui vous accompagnera à tout niveau, que ce soit sur l'exploitation ou pour vos salariés. À ce niveau-là, là, vous allez avoir un accueil de qualité. Elles ont un peu plus de temps que les collègues qui sont sur toute l'activité généraliste. Donc, n'hésitez pas. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après, voilà, même des questions plus par rapport à l'anticipation ou ce qu'on a évoqué avant. Voilà, vous pouvez nous écrire sur ces sujets-là. Exactement. Là, l'idée, c'est vraiment, puisqu'il faut s'y prendre. Vous, j'ai vu que c'était vraiment longtemps à l'avance. Nous, on essaie de s'y prendre aussi un petit peu à l'avance. Quand ça commence à trotter dans votre tête l'idée de dire j'envisage de faire des démarches, n'hésitez pas à venir même
des fois peut-être quelques années avant. Et c'est un projet qui va se construire au fil du temps et avec un accompagnement soit du conseiller en protection sociale qui, lui, sera plus là sur la transmission, ou un agent d'accueil qui, lui, sera plus sur la liquidation, sur la législation retraite et pourra vous accompagner au fil du temps dans vos démarches. Donc, on est sur de l'accueil personnalisé. Il ne faut pas hésiter. On est là. Voilà. Oui, donc voilà, du coup, moi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pour aller plus loin, notamment dans ce forum, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait sur les prochaines conférences. Donc, il y aura le 29 novembre, donc lundi à 11 heures, la conférence «Comment définir son offre de reprise et la valeur de son entreprise» avec, comme j'avais précisé tout à l'heure, Madame Martin Geneviève, qui est expert agricole et qui pourra, elle, donner des éléments sur comment définir la valeur de son entreprise. Et ensuite, on a également donc, la dernière conférence du Forum Transmission qui aura lieu le 2 décembre, toujours à 11 heures, sur voilà, quels conseils pour concrétiser sereinement le projet avec un repreneur. Donc voilà, c'est plus sur vraiment la finalisation de la transmission et également aussi sur quand même la recherche et le choix du repreneur. Voilà, pour pouvoir en savoir plus sur ce sujet-là et également avoir le témoignage d'un repreneur. Donc le 2 décembre, ce sera Sébastien Lecomte qui est maraîcher et qui a repris récemment donc une entreprise agricole qui nous fera son témoignage à ce sujet-là. Et également, vous pouvez également vous inscrire d'ici peu de temps, là ce sera ouvert aux inscriptions, à la formation transmission qui aura lieu, donc je peux déjà vous donner les dates, le 20, 21 et le 24 janvier. Durant cette formation, voilà, vous pouvez avoir des informations un peu plus complètes, on va dire, que sur ce format conférence qui est plus court. Mais voilà, ça n'empêche pas que si vous voulez également avoir vraiment un entretien personnalisé, individuel et confidentiel, on peut également vous recevoir en rendez-vous comme je vous avais indiqué. Donc voilà, n'hésitez surtout pas aussi à nous contacter au niveau de la Chambre d'agriculture avec donc les conseillers transmission. Donc il y a Emmanuel Bernardon, Stéphane Bordeaux, Peggy-Ange Baudry et moi-même. Voilà. Alors je regarde, est-ce qu'il y a eu... oui, il y a une question peut-être, je vois au niveau des discussions. C'était donc Madame Eulin qui, a priori, avait levé la main, voulait peut-être partager quelque chose avec nous. Alors, je regarde, je recherche. Après, vous pouvez aussi donc, écrire. Ah oui, voilà. Non, je ne sais pas si, voilà, du coup, monsieur, madame Melin veut partager une question ou pas avant que l'on clôture cette première conférence du forum. Sinon, comme je vous dis, vous pouvez voilà, nous contacter pour en discuter directement aussi avec nous. En tout cas, je vous remercie tous de votre participation et particulièrement aussi du coup Marianne Loy qui a dû reprendre en main un peu au dernier moment la présentation. Donc c'est très gentil de sa part. Et puis bah, voilà, je vous donne rendez-vous du coup lundi prochain pour la suite de ce forum transmission. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Oui. Au revoir.